Ça m'a permis vraiment de prendre conscience que l'expérience candidat, c'était la top priorité. 50% des candidats qui ont vécu une mauvaise expérience en parlent à leur entourage et même que 23% boycottent l'entreprise. Je voulais résoudre un problème et j'étais en réaction-action, mais en vrai, c'était l'échec garanti. Au lieu de dire merci pour votre candidature, Kylian, en fait, je vais essayer d'apporter déjà un max d'infos. Moi, je favorise toujours un no-go quand j'ai eu un échange avec un candidat par téléphone. Bienvenue dans Tam Tam. Je suis Léo Bernard, le co-créateur de Blendy, la formation recrutement pour passer au niveau supérieur. Ce podcast, sponsorisé par Tim Taylor, te permet de découvrir les meilleurs conseils et tips activables par les personnes qui recrutent, comme mes invités, pour les personnes qui recrutent, comme toi. Bonne écoute. Bonjour à toi, Vanessa. Salut Léo. Tu vas bien ? Oui, toi ? Écoute, oui, il fait beau à Lyon, ce qui est rare. Si, il y a un ciel bleu derrière toi. Peut-être que tu le vois pas toi, mais moi je le vois derrière cette belle église. C'est quoi cette église ? Ça appartient à un Teachup aussi ? Non, on aimerait bien, mais non. C'est pas. L'église Saint-Nizier à Lyon. Saint-Nizier, ouais. Ok. On a la chance d'avoir vraiment nos locaux à côté et on a une vue de fou. C'est chouette, t'as pas de vis-à-vis en plus ? Non. Parce que t'as des vis-à-vis sur Si, des vitraux. gargouilles. Des gargouilles. Est-ce qu'elles bougent des fois ? Ouais, on les mate de temps en temps et Elles se déplacent ? Exactement. Comme dans le Quasimodo, là, le bossu de Notre-Dame. C'est ça, le bossu Notre-Dame, le vrai truc ? Tout à fait. Avec Esmeralda, tout ça. Ouais. Il n'y a pas Esmeralda. J'allais chanter, mais je vais pas chanter. Ah si, vas-y. Non, c'est pas très bien. On va parler de Kylian aujourd'hui. Ouais. Est-ce que tu es prête à parler de Kylian ? Et avec grand plaisir. Le thème de l'épisode, c'est Kylian. L'épisode, on aurait même pu l'appeler Kylian, mais on va pas l'appeler comme ça parce que les gens comprendront pas et ne cliqueraient pas dessus. S'ils voient épisode 52 Kylian, ils vont être là genre, qu'est-ce que c'est que cette chose ? Et on ne parle pas de Kylian national parce qu'on a un Kylian national dont on ne mentionnera pas, qui fait du foot, c'est le sport que t'aimes. J'aime beaucoup le foot. Non, qu'est-ce que c'est que ça ? Donc, on va parler de Kylian, mais on en revient juste après. Avant ça, je suis très heureux de faire un épisode avec toi à plusieurs reprises. T'es quelqu'un de très chouette, première chose. Deux, du coup, tu fais partie de nos alumni chez Blendy. Tu as fait une session qui était il y a maintenant un an et demi, un truc comme ça. C'était un petit moment. Et trois, tu as plein de choses chouettes à raconter en recrutement et de manière insoupçonnée. Tu ne soupçonnes pas les trucs pertinents que tu peux raconter, qui pour toi vont être des choses simples, mais pour les gens qui vont écouter, vont être des choses très chouettes. Et surtout, du coup, on est à Lyon et c'est une ville très chouette qui est quand même mieux que Paris. Allez hop, dans vos dents les Parisiens. C'était un truc gratuit. Coucou Élise. Coucou Élise et tous ça les va peut-être inciter à déménager. Exactement. Non, mais tout le monde sait que Lyon est mieux que Paris, mais les Parisiens ils le savent pas. Il faut pas trop leur et dire. Est-ce que la Savoie est mieux que Lyon ? La Savoie est mieux que tout. Ok. Et mieux que la Haute-Savoie. C'est le débat entre ça, couture, alors haute ça couture. évidemment, on est d'accord. Ok. Vanessa, pour les gens qui ne te connaissent pas, qui es-tu ? Ouais. J'ai envie de démarrer cette présentation en partageant une anecdote. J'ai eu plus de 8 métiers dans ma vie. J'ai commencé à bosser super tôt, à l'âge de 14 ans. J'ai fait de la restauration, j'ai fait de la vente, j'ai fait du marketing, j'ai fait de l'animation de formation. J'ai même bossé j'étais assistante dans un cabinet d'avocats. J'ai été auxiliaire de vie scolaire où j'ai accompagné des enfants en situation de handicap. Bref, plein de choses en parallèle quand j'ai repris mes études. Et d'ailleurs, dans le recrutement, la plupart des gens, selon toi, quand tu rencontres des personnes qui ont des parcours aussi sinueux que le mien, à ton avis, moi, c'est un no-go direct, red flag. T'es pas stable, voilà, tu sais pas trop ce que tu veux, tu vas changer de métier encore une fois, gros no-go. Moi, j'ai aucune ouverture d'esprit. Ouais, je comprends. Et j'ai envie de te dire que malgré tout, grâce à toutes ces expériences, en réalité, je peux affirmer avec beaucoup de sérénité que j'ai trouvé ma voie. Je suis super contente. Trop bien. T'es une T-shape recruteuse parce que du coup, t'as plein de compétences que t'as aussi tirées de tes compétences passées, de tes métiers passés. Écoute, je dirais que je continue à développer les compétences que j'ai pu appréhender dans mes précédents métiers. Et aujourd'hui, je suis recruteuse pour Veryup et Teachup. Et j'ai 3 casquettes. La marque employeur, le recrutement et l'onboarding. Et effectivement, c'est vraiment la synthèse de tous ces métiers aujourd'hui. Trop bien, génial, bravo à toi. Et c'est vrai que c'est une boîte très chouette. Nous, on est clients de Teachup qui est le meilleur LMS de France. Merci. D'Europe, je sais pas, je connais pas. On va dire que d'Europe, parce que la France étant le meilleur pays d'Europe forcément. Et non, c'est hyper horrible de dire ça, c'est pas vrai en plus. On est des leaders du marché. Il faut absolument venir nous rejoindre parce qu'on est les meilleurs. Oui, on peut dire ça. Donc rejoignez Teachup, achetez cher beaucoup Teachup. Et alors du coup, j'ai envie de faire la minute vulgarisation LMS, Learning Management System. Exactement. Et en fait, ce qui est chouette, c'est que Teachup est plus qu'un LMS.
C'est aussi un outil de conception pédagogique. Exactement, puisque c'est un outil auteur qui te permet de créer différents formats de formation digitale. Mais je ne vais pas faire la pub, je ne suis pas là pour ça. Non, c'est pas le but. Je peux t'avoir un truc, nous, à nos clients, quand on leur dit qu'ils auront accès à ça, on leur dit que vous êtes le Duolingo, que c'est le Duolingo marrant. Du recrutement. Parce que c'est gamifié, c'est chouette, et ça parle à tout le monde. Ah ouais. Donc, en fait, la formation qu'on a conçue sur Teachup est le Duolingo du recrutement, parce que votre plateforme est trop stylée. Écoute, merci. Je suis trop contente parce que je trouve que c'est une bonne façon d'apprendre. Si tu veux que je forme tes commerciaux. Bah ouais, si tu veux. Avec plaisir. En tant que grand expert commercial. Deuxième question pour toi d'intro, avant qu'on passe à Kylian. Demain, tu fermes les yeux, tu imagines une utopie du monde du recrutement, il ressemble à quoi? Si j'avais une baguette magique, pour moi, il n'y a plus de CV, il n'y a plus de lettre de motivation. Il y a un recrutement par compétences. Et alors, comment on fait pour évaluer les compétences? On met les candidats en situation réelle et on crée en fait des situations fictives, mais vraiment on reproduit, tu vois, de manière immersive le job, les missions du poste, et on peut vraiment les évaluer. Et on évalue autant les soft skills, les hard skills et aussi le potentiel. Trop bien. Et puis la mise en situation qui est une des meilleures méthodes de façon scientifique d'évaluation des compétences. Donc très bien. On est d'accord. Bravo. Inversement, un truc un peu moins positif. Est-ce que tu as un coup de gueule, un coup de poing sur la table, pas content que tu veux me raconter? Alors, j'aime pas trop les coups de gueule, mais j'en ai quand même un. En vrai, j'ai deux passions dans ma vie, c'est la formation et le recrutement. Et en vrai, en 2025, c'est toujours pas... Enfin, ces deux disciplines ne sont pas suffisamment considérées comme des leviers stratégiques dans les organisations. Et en fait, c'est vraiment la dernière roue du carrosse. Et aujourd'hui, c'est vraiment mon coup de gueule. Pour moi, en recrutement, on part du principe que le recrutement, c'est un coût. C'est une fonction support. Mon Dieu, alors qu'on sait très bien qu'un bon recrutement, ça rapporte et qu'un mauvais, ça coûte très cher. C'est de l'argent. Exactement. Et d'ailleurs, tu as publié un post qui résonne par rapport à ce que je te dis. C'est notamment, tu sais, sur comment on accompagne les directeurs, les managers. Et pour moi, effectivement, il y a une posture et on a vraiment un rôle dans cette considération. Et je pense qu'on doit incarner une posture qui est beaucoup plus de consultant, plus que d'exécutant. Et tu vois, on doit justement manager nos managers et nos directeurs pour pouvoir justement réussir à montrer à quel point le recrutement est un levier stratégique. C'est la phrase que j'ai toujours réalisée, c'est « le recruteur ne recrute pas ». C'est un peu le paradoxe, c'est qu'on est les experts en recrutement dans les entreprises, mais c'est pas nous qui recrutons, c'est les managers, c'est eux qui décident le besoin, c'est eux qui décident du go et no go, du sort d'un candidat, c'est eux qui onboard, c'est eux qui managent demain. Nous, on est là pour que ça se fasse. En anglais, on parle d'un mot que j'aime bien, qui n'a pas de traduction en français, c'est le enabler. Donc, tu fais en sorte que les choses se passent, mais c'est pas nous qui décidons. Et c'est un peu le paradoxe du métier. Et ça a un impact sur l'autre thème du jour, qui est l'expérience candidat. Et je crois que tu voulais me faire un truc important. Tu voulais m'expliquer pourquoi tu as choisi ce thème parmi tous les thèmes dont tu pouvais me parler. Et en fait, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va raconter l'histoire de Kylian. Kylian est notre candidat pas si mystère, parce que du coup, on sait que c'est Kylian, donc c'est un candidat pas mystère, qu'on va suivre du début à la fin de son expérience candidat, du moment où il découvre l'entreprise jusqu'au moment où il se fait onboarder, pour voir justement qu'en fait l'expérience candidat, elle est en filigrane, en permanence, par rapport à tout process de recrutement. Avant qu'on parle du coup de Kylian et qu'on plonge dans son aventure, pourquoi tu as choisi ce sujet du coup? En fait, on aurait pu parler de plein de sujets super actuels, assez stratégiques. Tu vois, j'avais pensé à comment on utilise l'IA dans le recrutement, qui est un sujet qu'on voit partout. L'IA, c'est quoi? C'est une fille, elle est sympa. Ah oui, de Tim Taylor. Exactement. Et du coup, moi, je me suis dit que j'avais envie de partir des fondamentaux. Je me permets une analogie de la maison. Tu peux avoir une super baraque avec une domotique incroyable, tu peux avoir une super isolation, mais en fait, si tu n'as pas des fondations solides, ta maison, elle est bancale, elle est fragile et elle ne va pas durer dans le temps. Et tu vois, pour moi, l'expérience candidat, elle fait partie de ces fondamentaux. Et c'est pour ça que j'avais envie de la remettre à l'honneur. Je sais qu'il y a plein de sujets aujourd'hui qui traitent de l'expérience candidat. Mais en vrai, quand j'ai commencé le recrutement, c'était pas vraiment ma priorité. J'étais plutôt centrée sur le nombre de recrutements, sur le temps que j'allais passer à recruter. Le côté perf, Et comme tu l'as si bien dit, j'ai eu plaisir de participer en tant que formée à la formation Blendy. Et en fait, ça m'a permis vraiment de prendre conscience que l'expérience candidat, c'était la top priorité.
Et tu vois, il y a pour moi un chiffre clé que j'avais envie de remettre aussi à l'honneur. Un chiffre clé qui est récent de Yago, qui dit que 50% des candidats qui ont vécu une mauvaise expérience en parlent à leur entourage. C'est ouf, ouais, et même que 23% boycottent l'entreprise. Et tu vois, ça montre à quel point, pour moi, l'expérience candidat, elle est centrale. Et il y a d'autres, tu vois, j'ai ouvert les chakras, et il y a d'autres métriques aujourd'hui que je pilote. Et j'avais envie d'en partager quelques-unes pour montrer à quel point ça a un impact quand on met de l'énergie sur l'expérience candidat. En 2024, 29% des candidatures entrantes chez Everyup, c'est des anciens candidats, notamment qu'on a chouchoutés à travers notre vivier, et que 50% des collègues qui ont été embauchés, c'est des anciens candidats. Ouais, c'est ouf. Et 100% des offres qui ont été acceptées. Ça, c'est beau. Du coup, c'est chouette. Et du coup, c'est pour ça que j'avais envie de partager ce point. Et j'ai à cœur de partager des actions concrètes, facilement actionnables, qui ont un impact et qui permettent de relever les défis du recrutement aujourd'hui. Trop bien. Écoute, merci d'expliquer le choix du sujet. Et donc, on s'est dit qu'on allait faire aussi un format un peu différent d'habitude. Ouais. Donc, on va suivre le parcours de Kylian. Donc, Kylian, c'est notre petit candidat. Donc, pour les gens qui nous écoutent, imaginez-le comme vous voulez. Je sais pas, toi, tu as sûrement une image en tête de à quoi ressemble Kylian. Moi, parce qu'on a une image d'ailleurs qui est différente. À tous les coups, c'est la même personne. À tous les coups, on pense à quelqu'un de connu ou de pas connu. Moi, j'aime bien. Il a une tête un peu drôle. Je te dirai après, à la fin de l'épisode, à quoi je ressemble. Ouais, on pourra dire à quoi ressemble notre Kylian. Carrément. Du coup, on voit cette petite personnage qui se déplace. Du coup, première partie, donc Kylian cherche un nouveau boulot. Sauf que Kylian, il en a marre, comme beaucoup d'ailleurs de candidats et de candidates, c'est que les annonces, elles sont nulles. Les sites carrières, ils sont soit trop chers et du coup trop fake, soit du coup, ils sont inexistants, voire durs à trouver, voire ils racontent des trucs comme on est une grande famille, on joue au baby-foot, n'est-ce pas, les trucs un peu malheureusement trop classiques. Et donc, Kylian, il en a marre qu'on le prenne pour un pigeon. Et quand il arrive sur LinkedIn et qu'il scrolle, c'est toujours les mêmes posts de salariés ou de dirigeants, dirigeantes, de DRH qui disent des trucs pas forcément intéressants et ou que la com leur envoie pour faire un truc copier-coller avec les mêmes images. Ouais. Comment on fait en sorte que que notre marque employeur plaise à Kylian ? Alors, pour répondre à cette question, j'ai envie de mettre en avant 3 points. Le premier point, c'est que vraiment les meilleurs ambassadeurs, c'est mes collègues. Je suis d'accord avec toi, c'est pas forcément le site carrière, c'est pas forcément le DRH, le ou la DRH. Bien sûr. Et en vrai, j'avoue, j'ai de la chance. Pour le coup, moi, j'ai des collègues qui sont hyper volontaires et qui prennent facilement la parole. Et tu vois, il y a 2-3 actions qui résonnent particulièrement. Il faut savoir que quand on prend la parole, n'importe qui dans l'organisation, quand il prend la parole, il fait une conférence, il fait un webinaire, naturellement, il inscrit à la fin de la conf sur un joli slide les postes qu'on a à pourvoir. Trop bien. Ça, c'est un truc de dingue. Ouais, d'ailleurs, c'est tout bête, ça prend 2 secondes, on a mis un QR code et souvent les gens scannent et d'ailleurs, je peux tracer et je vois à quel point ça... Tu as une idée du nombre de clics par conférence à peu près, tu sais, alors, de scan ? Il y a des events qui sont plus ou moins, qui apportent plus ou moins de résonance. Là, on revient d'un learning tech. On a fait 3 prises de parole. J'ai reçu plus de 50 candidatures. Ok, trop bien. Et des super candidatures qualifiées, puisqu'en plus, au Learning Tech, on touche ma cible. Donc, du coup, c'est assez intéressant. Et ça prend vraiment 2 secondes. Autre chose, tu vois, quand on prend la parole sur LinkedIn, et notamment moi, je sais que ma cible, elle n'a pas envie de voir qu'on est les meilleurs, qu'on fait des trucs super. Elle veut du vrai, ouais. Elle veut du vrai, et en fait, elle veut surtout aussi de l'authenticité, de la vulnérabilité, et c'est ça qui marche vraiment bien. Trop bien. Donc aujourd'hui, quand on prend la parole... Comment tu sais ce qu'elle veut ta cible ? Tu dis ma cible, elle veut, ma cible, elle veut, ma cible, elle veut. J'y viens, et j'y viens juste avant, je voulais juste te partager aussi qu'il y a un truc qu'on fait en interne pour inciter aussi les collègues à prendre la parole avec plus de sérénité, parce que beaucoup viennent me voir en me disant mais j'aimerais bien diffuser, mais je sais pas comment faire. Et en fait, il y a un truc qu'on a organisé, c'est un meeting informel, ouvert ou volontaire, où tu vois, j'invite des gens qui ont l'habitude de prendre la parole sur LinkedIn, par exemple, si on prend ce canal. Et on se met autour de la table et on se partage nos bonnes pratiques de manière assez informelle, sous format workshop. Et on a aussi cadré un petit peu la démarche. Tu vois, on a dit ce qu'on pouvait faire, ce qu'on
peut-être pas faire, en tout cas, si on veut parler au nom de notre boîte, éventuellement, quelles sont les règles à mettre en place. Et ça a vraiment aidé et incité les collègues. Et franchement, plus de 50% de mes collègues, depuis qu'on a mis en place ce type de démarche, sont beaucoup plus à l'aise et prennent beaucoup plus la parole. Donc ça, c'est cool. Et pour répondre à ta question, effectivement, j'ai envie de te dire qu'il faut passer du temps pour comprendre sa cible, comprendre ses besoins, ses leviers de motivation. Et du coup, j'aime bien rencontrer ma cible, typiquement à travers les salons, j'en parlais. Oui, t'es passé un jour là-bas à Learning Tech. Exactement, les rencontres avec ma communauté, que ce soit en physique ou même digitalisé ou en asynchrone. Et j'écoute beaucoup. Et tu vois, je trouve que ma cible, par exemple, j'ai compris qu'elle était friande de trucs et astuces qui sont liés évidemment à la pédagogie, parce que mes 2 boîtes, c'est leur secteur d'activité. Et par exemple, quand je vais partager un séminaire, je ne vais pas dire « Waouh, on a fait des trucs de fou !» Enfin, si, en vrai, mais je vais surtout expliquer quelles ont été les activités qu'on a pu mettre en place. Okay. Ou alors, tu vois, quand j'ai facilité un atelier, on a refondu notre socle culturel, j'ai partagé mon expérience, mes trucs et astuces sur quelles sont les bonnes pratiques pour mettre en place de la facilitation, quels sont les types d'activités que je peux mettre en place. Donc, en gros, je partage un contenu et en même temps, j'apporte aussi ce retour d'expérience autour finalement de notre secteur d'activité qui est l'animation, la facilitation, la formation, la pédagogie. Trop bien. Et du coup, tu sais comment tu dois leur parler et ce qu'ils veulent, où ils veulent aller, etc. Et tes posts, ils sont pertinents par rapport à ça, quoi. Alors, je sais pas s'ils sont pertinents, mais en tout cas, j'ai compris que souvent, quand je publie du contenu, je résous des problèmes. Ok. Et j'essaye en tout cas de résoudre des problèmes. Typiquement, parfois il y a des points de douleur, c'est un manager toxique. J'explique quels sont les partis pris managériaux, quels sont les rituels managériaux. Je joue pas mal sur l'émotion. J'essaye d'apporter en tout cas un maximum d'informations autour des pains que peuvent rencontrer mes candidats. Ça paraît tout bête, mais en fait, dans mon calendrier de publication, j'essaye toujours, en tout cas, d'avoir ce mindset. Okay. Et en fait, j'essaye aussi, tu vois, de formuler, que ce soit nos campagnes de nurturing, que ce soit nos offres d'emploi, un ton identifiable. Ok. On doit reconnaître ton poste, en théorie. On cache ton nom, on doit savoir que c'est toi, quoi. J'essaye, en tout cas, ou Very Up, ou Teach Up, mais en tout cas, j'essaye toujours d'apporter, en fait, une tonalité particulière, et je mets beaucoup l'accent sur l'équipe et la collaboration. Et tu vois, par exemple, un truc qui marche bien, c'est mes candidats qui me le partagent, c'est que dans les offres d'emploi, je présente toujours qui est le manager, mais genre pas qui est le manager, il a 15 ans d'expérience, etc., mais plus il est papa de chat, il aime bien faire du tennis le week-end, des éléments qui vont permettre en fait aussi de se raccrocher à quelqu'un qui est humain et à créer aussi la relation plus facilement. Ça projette le candidat, ouais. Et ça le projette, effectivement. Donc, j'intègre des photos aussi pour montrer des locaux, des collègues. C'est tout bête, mais de voir les gens, ça peut aussi aider à se projeter. Trop chouette. Et en fait, je sais que Kylian, ce qu'il veut, notamment à travers les offres d'emploi, c'est qu'il veut savoir ce qu'il va apporter dans l'organisation, qui sera son manager et son équipe, comment il va évoluer. Ça, c'est hyper important. Et c'est quasiment jamais dans les annonces. C'est dommage, en fait. Parce Alors, que... c'est la base. On dit que la génération Z, c'est des gens infidèles et tout, mais c'est parce que tu leur donnes pas l'opportunité d'avoir une carrière, en fait. Exactement. Donne-leur un plan de carrière et ils resteront chez toi. Et définis-le, explicite-le, en réalité, tu vois. Au bout de 3 ans, tu feras ça, puis 3 ans après. Alors, pour le coup, nous, c'est plus, voilà tous les chemins qui s'offrent à toi et va chercher le chemin qui te va et voilà comment tu peux aller le chercher. C'est soit proactif, parce que c'est pas toi dans 3 ans comment tu vas aller, mais c'est voilà tout ce qui s'offre à toi et pourquoi ce poste il existe. Ça, je pense que c'est important et c'est des questions qui sont récurrentes. Et puis quelle ambiance en fait, pour voir si ça résonne. Ouais. Et en vrai, je vais te faire une confidence. Je veux pas plaire à tout le monde. Ouais. Kylian, je sais pas si vraiment j'ai envie de lui plaire. Et en tout cas, pour ça, je vais lui donner un max d'infos. Je vais être hyper transparente. En tout cas, je vais essayer un maximum. Ouais. Et je vais essayer vraiment de lui faire gagner du temps et de filtrer. Parce que pour moi, il faut que ça matche et il faut que je t'apporte un maximum d'informations pour savoir si ça matche ou pas. Et je pense qu'il faut assumer aussi ces différences, ces règles du jeu. Et je vais te donner des exemples. On a mis en place des grilles de rémunération dans l'organisation, ce qui nous permet, trop chouette, d'affirmer en tout cas des fourchettes de REM pour chaque poste. Et des fois, j'ai des candidats qui ont des aspirations qui ne répondent pas à ces fourchettes. Et en fait, très vite,
c'est des règles du jeu. Et il n'y a aucun moyen de négociation. C'est l'alignement principal, le salaire. Donc, s'il n'est pas là, ça ne sert à rien de continuer. Mais j'ai quand même des candidats qui tentent leur chance, et ils ont raison. Mais en réalité, tu vois, c'est aussi un élément qui permet de filtrer. Et quand, tu vois, dans les points négatifs aussi, parfois, moi, dernièrement, j'ai eu le plaisir de recruter un formateur, facilitateur, qui était aussi beaucoup en contact avec nos clients, donc beaucoup de déplacements. Et en fait, ça, c'est un élément que j'ai énormément mis en avant. Et c'est une erreur, tu vois, j'ai un père qui m'a dit, mais pourquoi tu fais ça? Parce qu'en fait, c'est pas très attrayant, ça donne pas envie. Ouais, mais en réalité, c'est aussi majoritairement le poste, et j'ai besoin de l'exprimer très vite. Et je pense que c'est important aussi d'apporter très vite ces éléments. 100%, trop bien. Je pense que Kylian, du coup, j'espère qu'il tombera sur tes posts LinkedIn, du coup. Sauf que Kylian, il est exigeant. Il a une autre interrogation. En fait, du coup, comme beaucoup de candidats, il ne sait pas ce qui se passe de l'autre côté de la barrière. Et donc, Kylian, souvent, il se pose une question, c'est, il a envie de postuler, mais il se dit, tiens, comment est-ce qu'on est arrivé à cette annonce? Comment est-ce qu'on est arrivé à ce post LinkedIn? En gros, c'est quoi les étapes qui se passent entre, il y a un besoin de recrutement, et en gros, deux, le process s'ouvre, etc. Est-ce que tu peux très brièvement m'expliquer c'est quoi les étapes qui se passent de ton côté de la barrière, du début à la fin d'un process de recrutement pour Kylian? Et il est super curieux, Kylian, j'aime bien. C'est une belle compétence, n'est-ce pas? Ouais. En fait, avant, c'est marrant que tu poses la question, parce qu'avant, j'avais vraiment un brief sur un post-it. Au tout début, je ne creusais pas vraiment les besoins. Encore une fois, je voulais aller très très vite. Je voulais résoudre un problème. Et j'étais en action-réaction, enfin réaction-action plutôt. Mais en vrai, c'était l'échec garanti. Quand tu creuses pas, tu as un risque de changement de cap, des candidats et Kylian déçus, une perte de temps, d'argent, des managers pas contents, des collègues super chargés, frustrés. Bref, c'est vraiment pas génial. Et du coup, aujourd'hui, moi, j'ai 5 étapes. 5 étapes incontournables. La première étape, c'est d'élaborer un brief complet grâce à un questionnaire de 25 questions, qui est souvent d'ailleurs complété en asynchrone, et ça aide aussi le manager à se poser les bonnes questions, à se projeter. Ça, c'est un truc que j'ai appris chez Blendy et qui vraiment m'a énormément aidé pour vraiment lancer le kick-off structuré. Alors, j'en ai pas 45 comme Élise, mais j'en ai 25. Mais Élise, elle est un peu tarée là-dessus. Faut pas l'écouter. Tout ce qu'elle dit n'est pas à prendre au pied de la lettre. Après, si c'est une création de poste, tu vois, j'ai une deuxième étape qui est incontournable, c'est vraiment d'enquêter pour comprendre sa cible. Alors là, plusieurs choses. Je mène des recherches, je mets ma casquette d'enquêtrice. Exactement. Et je vais aller faire des interviews. Alors, soit de collègues qui connaissent à peu près le poste, et surtout des personnes qui font le job. Donc, les collègues m'aident parfois aussi à mettre en relation. Bien sûr. C'est une chance que tu as quand tu es recruteuse interne, c'est que du coup, tu as des collègues qui font... Enfin, quand il y a déjà des gens qui font le job. Si demain, tu recrutes un job que tu n'as pas encore, c'est plus compliqué. Souvent, ils m'aident parce que souvent, ils ont des personnes dans leur réseau et que du coup, ils m'aident aussi à mettre en relation. Bon, après, on peut aussi aller les chercher par nous-mêmes. J'approfondis les études, tu vois, APEC, Indeed aussi pour comprendre le marché. Sûr. Évidemment, je compte sur les réseaux de recruteurs, notamment la communauté Blendy. Et j'aime bien utiliser aussi pas mal d'outils d'IA pour que je puisse comprendre les missions, le vocabulaire, les leviers de motivation de ma cible, les freins, etc. Vraiment, j'essaye d'arriver à un kick-off avec le manager avec un maximum d'infos. Très bien. Ça, c'est avant le kick-off. Tu as eu l'asynchrone et tu as eu la recherche et tu n'es pas encore au kick-off, là, du coup. Et là, troisième étape, le kick-off. Ok, cool. Et là, c'est une nouvelle... c'est un truc que je viens de mettre en place. Okay. C'est un kick-off workshop. En fait, c'est un atelier collaboratif. J'embarque le manager, parfois le N+2. Et ensemble, on définit quelles sont les compétences qu'on va évaluer. À quel moment dans le processus on les évalue pour éviter des redites et pour se partager les rôles. Okay. On commence à imaginer un premier jet de déroulé pour les entretiens. Évidemment, on définit le cas pratique, en tout cas la consigne et les grandes lignes du cas pratique. Et en fait, c'est hyper puissant. Alors, c'est un workshop d'1h15. Okay. Et ça permet de comprendre la répartition des compétences, ça permet d'embarquer toutes les parties prenantes, mais du sourcing jusqu'au closing, c'est-à-dire qu'il sait tout de A à Z, et du coup, ça permet aussi de transformer ton manager en champion. Il est ultra proactif quand il est engagé dès le départ dans le cadre de cette co-construction. Et
Et du coup, ça donne suite à une 4e étape. Avant que tu passes à l'étape 4, comment tu fais quand tu as des managers qui te disent, qui veulent pas pour une raison X ou Y faire ce truc-là? Alors, t'es arrivé, je suppose. En vrai, j'ai une chance de... Ils sont incroyables tous. Ouais. Tu l'as tous recrutés. Hop, comme ça, je les mets à ma manière. En vrai, j'ai des managers qui sont méga stylés, mais après, parfois, je suis amenée à négocier des agendas chargés, parfois des gestions de priorité. Pour que ça se fasse. En fait, ils le savent. Ils le savent que le recrutement, c'est un élément hyper important et j'ai de la chance, j'ai pas réellement besoin de négocier. Mais en général, j'ai déjà été confrontée à des managers pas forcément proactifs. Et l'enjeu, c'est d'aller chercher, pour moi, les leviers de motivation. En fait, c'est d'aller chercher... pourquoi il veut recruter, de lui montrer à quel point en fait le recrutement ça va l'aider à résoudre ses problèmes et ça va pas lui en générer d'autres. Et là en fait pour moi c'est du sur-mesure, c'est comprendre en fait, débunker le frein potentiel et d'essayer vraiment de comprendre tu veux quoi, en fait comment tu vas en vrai, c'est horrible parce que j'ai envie de partager ton post LinkedIn, mais j'ai pas du tout envie de faire du copier-coller de ce que tu as partagé. Donc, je vais pas forcément rentrer dans un niveau de détail, mais pour moi, c'est vraiment d'arriver à lui montrer à quel point le recrutement va l'aider dans la résolution de ses objectifs, de ses problèmes. Et pour ça, il faut aussi comprendre quels sont ses problèmes et ses objectifs. Et du coup... C'est pour ça que le discours, il est beaucoup plus sur mesure. Par rapport à ça, tu t'adaptes. Exactement. Je te raccroche à tes wagons, donc tu as une étape 4e après ça. Étape 4. C'est le moment où on va rédiger l'offre d'emploi. Et l'enjeu, c'est qu'elle puisse être, pour moi, relue, challengée, validée par différentes personnes. Le manager, évidemment. Parfois, les collègues, j'aime aussi les embarquer. Et aussi par une IA. J'avoue que j'ai un petit prompt que j'aime bien qui ne va évidemment pas rédiger à ma place. L'enjeu, c'est plus d'aller challenger, de lui demander des conseils pratiques pour pouvoir améliorer éventuellement cette offre. Trop chouette. Étape 5, je définis la stratégie de sourcing. Ouais. Et mes messages approches, etc., etc. Et encore une fois, j'aime bien utiliser l'IA dans le cadre de cet exercice. Et juste aussi avant de publier officiellement en externe, il y a une étape qui est super importante, qui va répondre à la mobilité interne, les enjeux. L'enjeu, c'est de promouvoir le poste en interne avant d'aller le promouvoir en externe, puisque tu le sais bien mieux que moi. Généralement, il est, je trouve, plus intéressant de faire évoluer, grandir des collègues en interne d'abord, et avant d'aller chercher en externe. J'en profite pour les gens qui nous écoutent, je fais un appel à contribution. Je cherche des boîtes qui font ça incroyablement bien. Il y a peu de boîtes qui sont très forte en mobilité interne. Moi, je connais que L'Oréal dans laquelle je suis passé, où il fait ça très bien. Mais si quelqu'un nous écoute et connaît quelqu'un qui est fort en mobilité interne, envoyez-moi un message sur LinkedIn. C'était la petite parenthèse. Appel à contribution. Tu sais, genre à la fin des trucs genre des émissions de télé-réalité, enfin pas télé-réalité, mais ça commence aujourd'hui par exemple que tu as sur France 3 et tout, ils disent on cherche des gens qui ont connu des problèmes de santé ou de couple. Voilà, c'est la même chose. Tu fais passer des messages. Des gens qui sont forts en mobilité interne, envoyez-moi un message. Merci pour Kylian. Kylian, du coup, c'est comment ça se passe. Donc du coup, Kylian, il a postulé à ton annonce que tu as faite via IA, qui est incroyable, qui est génial. Il a vu tes posts LinkedIn, il a cliqué sur « Je postule ». Kylian, du coup, souvent il y en a marre parce que quand il arrive en entretien, ça se passe pas bien. Les gens ne le respectent pas. Des fois, ils sont en retard. Et en fait, il se dit, mais en fait, c'est nul. Pourquoi est-ce que les entretiens, ça se passe pas bien? Pourquoi est-ce que moi, candidat, en fait, j'ai pas confiance dans les recruteurs et les recruteuses, voire pire, dans les managers? Comment tu rassures Kylian et qu'est-ce que tu fais toi pour éviter de mettre mal à l'aise les candidats? Pour répondre à cette question, je me suis évidemment inspirée des réponses de mon questionnaire que j'envoie anonymement à mes candidats et aussi au feedback qu'ils me partagent. Il y a un truc qui est très apprécié, c'est qu'en amont de chaque échange, j'envoie l'ordre du jour. C'est tout bête, mais en gros, j'explique quelles sont les thématiques qu'on va aborder dans le cadre de la discussion, quelles sont les compétences qu'on va évaluer dans le cadre de cet échange particulièrement. Et en fait, ça prépare pour aider mon candidat, pour aider Kylian à donner le meilleur de lui-même.
J'aime bien introduire les échanges avec un peu de small talk, avec un icebreaker. Il y a un truc qui marche bien en ce moment, tu vois, c'est tout bête, ça prend 2 secondes, mais je partage des gifs qui interprètent des émotions. Et en fait, je demande au candidat, à Kylian, de s'identifier pour m'expliquer son mood du jour. Et en fait, quand un candidat est stressé, c'est un premier pas. En tout cas, je lui tends la main pour qu'il me le partage et à moi derrière, évidemment, de le rassurer. Mais en tout cas, ça permet parfois de faire redescendre un petit peu la pression. Je demande systématiquement les attentes de mon candidat au début de l'échange. Et avant de raccrocher, je m'assure d'y avoir répondu. C'est hyper important, je trouve, parce qu'en fait, c'est hyper précieux aussi, parce que ça permet de savoir aussi qu'est-ce qu'il va aller chercher, quelles sont les infos qui vont l'intéresser particulièrement, et aussi de pouvoir évidemment répondre à ces questions par ce biais. Je prépare à mort mon échange. Je lui montre à quel point mon candidat il est particulier. Kylian, j'ai évidemment bien regardé son CV. Je sais, j'ai lu tous les comptes rendus avant. Je lui évite en tout cas les redites entre les différents entretiens, notamment aussi avec le manager. Et surtout, je lui dis merci. Merci de me consacrer du temps. Merci pour l'intérêt. Merci d'être là, en fait. C'est tout bête, mais dans un premier temps... Merci d'être toi. Ouais, merci d'être toi. Merci, Kylian. Évidemment, je lui dis que c'est pas un interrogatoire, tu vois. Je suis plus dans un échange que dans un entretien. Et je l'invite vraiment à me poser des questions, à m'interrompre. On est dans une discussion la plus fluide possible. Même si on est dans un entretien structuré, je trouve que c'est important d'apporter du lien dans les sujets qu'on peut aborder. J'aime bien aussi... Du lian même, plus que du lian. Oh, du lian. C'est vrai, t'es inclusif, toi. Kylian, mais oh mon Dieu, putain, j'étais pas du tout là-dessus. Là, c'est ton gif mind blown, quoi. Je suis désolé pour Léo. Ça. Pardon. Donc tu crées du lion. Du Kylian. Et ouais, et carrément, et j'aime aussi démarrer l'échange par une question comportementale pour qu'il me partage un projet dont il est fier. Je trouve que c'est chouette de démarrer par quelque chose de positif. Et aussi, j'insiste sur le fait qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Tu vois, on est là pour se rencontrer, se découvrir. C'est un petit peu comme une relation amoureuse. Si tu montres dès le départ qui tu n'es pas, tu ne vas pas pouvoir construire quelque chose de sain. Et je suis à fond dans mon échange. Tu vois, aujourd'hui, j'utilise une IA qui me retranscrit... Tu utilises quoi comme outil ? Alors, j'en ai utilisé beaucoup. J'en utilise 12. Ouais, non, franchement, j'en ai utilisé pas mal. En ce moment, je fais un benchmark pour mes collègues parce qu'on aimerait tous se doter d'une IA pour retranscrire nos échanges. Donc, du coup, je teste plein de choses. En ce moment, j'utilise Mojo, qui est plutôt destiné aux sales, mais qui a une approche intéressante de coaching. Et du coup, voilà, je teste pour mes collègues. C'est MODJO ou MOJO ? MODJO. DJO, ok. Exactement. Et du coup, je fais des prises plutôt de notes légères pour vraiment être à fond. Et... Comme ça, du coup, tu es dans l'échange. Exactement. Ça, c'est un impact trop chouette de l'IA, pour le coup, sur l'expérience candidat. Parce que du coup, tu es juste là et tu profites du moment, entre guillemets, sans être stressé à prendre des notes. Exact. Et c'est très dur de prendre des notes et écouter la personne et qu'elle s'en écouter et la relancer et savoir comment faire. Enfin, bref, et je lui demande aussi son consentement. Bien sûr, on est d'accord. Ça, beaucoup de gens oublient. Et ouais. Trop bien, du coup, Kylian, il est rassuré sur son premier entretien, sauf que souvent, il sait comment ça se passe. Comme tu dis, c'est un peu comme du dating. Donc, premier entretien, c'est magnifique. Et après, souvent, c'est soit calme plat, soit juste il n'a pas de réponse quand il relance, soit juste, en fait, c'est une sorte d'ensemble incompris. Il rentre dans une sorte de faille temporelle où personne ne lui répond, tout le monde s'en fout de lui. Comment, du coup, si tu veux aider Kylian à avoir une expérience candidat positive après le premier entretien, comment tu fais en sorte que ça se passe bien et que l'expérience candidat soit vraiment au centre de tout ce que tu fais ? Je pense qu'il y a... On en a parlé tout à l'heure, mais la transparence totale dans le process de recrutement. Tu vois, dès le départ, je pense que c'est important d'informer Kylian de toutes les étapes, du délai approximatif, des critères d'évaluation. En gros, voilà le brief. T'es OK, t'es pas OK. Et puis, évidemment, offrir du contenu entre chaque étape dans le process. Tu vois, par exemple, un truc tout bête, mais qui est super apprécié. Quand une candidature entrante arrive, moi j'envoie un accusé réception. Au lieu de dire merci pour votre candidature, Kylian, en fait, je vais essayer d'apporter déjà un max d'infos. Je vais lui dire à peu près en combien de temps je vais lui répondre.
Je vais lui dire comment il peut me contacter s'il a besoin d'infos complémentaires. Tu vois, je lui donne mon lien LinkedIn, je lui file mon numéro de téléphone. Enfin, vraiment, je suis la hotline dans ce processus de recrutement. Je lui file des ressources sur l'entreprise, des conseils aussi que mes collègues ont enregistrés. Alors ça, c'est tout bête. Tu prends ton téléphone, tu fais la fonction dictaphone, tu dis à un collègue, t'as envie de dire quoi comme conseil à un candidat parce que tu viens de passer par là et tu sais, tu l'as vécu. Et je trouve que c'est hyper précieux, c'est facile à mettre en place. Je demande aussi aux managers, tu sais, dans le cadre du workshop, quand on co-construit justement la scorecard ensemble, je prends mon téléphone et je demande au manager dès le départ de se présenter, d'envoyer un petit mot pour notamment remercier le candidat, par exemple. Ouais. Tu vois, des choses un peu quick win qui sont faciles à mettre en place, qui apportent beaucoup de chaleur et beaucoup d'humain dans ce process. Et en fait, je file un max d'infos sur, tu vois, par exemple, la politique RSE de l'entreprise, sur, en gros, les questions les plus récurrentes. C'est un peu la FAQ que je partage et je l'envoie en asynchrone. Et pourquoi je le fais ? Je le fais parce que, j'en avais marre de répéter la même chose. Grave. Toi-même créer un bot avec de l'IA qui répond aux mêmes questions. Alors, on est en train de le faire, Léo. Trop bien. Et surtout, en fait, ça me permet plutôt d'apporter beaucoup plus de valeur. C'est-à-dire qu'un sujet qui t'intéresse, je te donne un premier jet de réponse. Si tu as envie d'aller le creuser, viens, on le fait ensemble. Et du coup, je trouve que ça apporte beaucoup plus de valeur dans la discussion que simplement régurgiter un contenu que... Même ton rôle à toi, il est... beaucoup plus intéressant. C'est plus stratégique, les questions, entre guillemets, les questions que tu vas répondre, quoi. C'est plus poussé, c'est pas le même truc, en effet. Est-ce qu'il y a des tickets restaurants et à quoi sont mon onboarding, flemme. Ouais, c'est ça. Donc, du coup, un max d'infos que je rends en asynchrone et du coup, je capitalise sur le temps d'échange pour vraiment aller beaucoup plus loin dans la discussion. Il y a un truc que je fais aussi qui est pas mal quand on est dans le process, plutôt en fin de process, quand les candidats, quand Kylian a envie d'en savoir plus sur vraiment l'atmosphère de l'organisation. Il veut savoir. Je lui propose de venir. Okay. Je lui propose de venir au bureau. Tu vois, par exemple, j'ai fait ça pas mal de collègues, je leur loue une salle de réunion. Des fois, ils bossent dans cette salle de réunion et ils pour sont voir connectés. Okay. Exactement. Des fois, ils se mettent aussi, tu vois, à la cuisine. Ils partagent vraiment des moments informels autour de la machine à café. Ça te fait rire, mais c'est ultra j'imagine puissant. le Kylian qui est là et les gens qui sont là. T'as vu ce candidat là qu'on a eu l'autre jour, Kylian, quelle horreur. Non mais en plus, t'as vu à quoi il ressemblait. C'est son jean troué. Là, du coup, j'imaginais cette scène et c'est pour ça que ça m'a fait rire. C'est parce que l'idée est très bonne. C'était mon cerveau qui va trop loin. En vrai, je préviens les collègues évidemment. Mais oui. Mais... Attention à pas dire trop de bêtises à la machine à café. Non, justement, en fait, Kylian est là. L'enjeu, c'est de dire soyez vous-même. Oui. Pour que tout le monde soit OK, aligné. Comme ça, Kylian, il est OK. Il a compris, il a senti l'atmosphère. Ça lui va pas. Si ça lui va pas, c'est OK. Et tant mieux qu'on s'en aperçoive maintenant parce qu'en fait, ça nous évite de perdre du temps. Et puis, un autre truc aussi, avant d'envoyer le contrat, et ça, je l'ai appris grâce à vous, grâce à Blendy, je soigne mon welcome box. Trop bien. En gros, j'envoie au candidat un gros dossier à la maison. À la maison avec plein de choses. Alors, je rêve de faire le puzzle welcome ou le petit ballon à l'hélium quand tu ouvres le... Ouais, ça, je rêve de le faire. J'avoue, je l'ai pas encore fait, mais c'est dans mes... C'est pas très cher en plus. C'est vrai ? Et l'impact est génial. Pour 30-40 euros, t'as une belle petite box avec un petit chocolat, un petit machin, le petit ballon livré à domicile. Et l'impact est génial. Enfin, t'es content d'avoir ça. Tu t'y attends pas en plus. Non, je suis d'accord. Il faut vraiment que je m'y mette. Mais en tout cas, en attendant, je suis partie sur des témoignages vidéo de collègues. Et tu vois, personnalisé. C'est-à-dire, salut Kylian, on a trop hâte de bosser avec toi. Cool. On a apprécié des échanges pour telle et telle chose. Et tu vois, je donne un max d'infos aussi sur les projets récents, sur des détails sur la stack technique, si on parle de TeachUp, sur nos notes de service, comment on fonctionne, le manifeste managérial, enfin tu vois, un maximum de choses pour commencer à donner aussi, à rentrer un petit peu plus dans l'organisation et appuyer ou pas d'ailleurs la signature du contrat. J'ai un SMS de Kylian qui m'a envoyé à l'instant en direct et en fait il veut bien te croire. Ok. En fait, il s'est dit, ok, Vanessa, elle est recruteuse, c'est son métier. Elle sait ce qu'elle raconte. Elle a envie de faire de son mieux. C'est son métier, objectivé sur ça. On attend de toi que tu fasses ça. Sauf que Kylian, il sait très bien que le problème, des fois, c'est les managers.
Parce que manager, c'est pas leur métier de faire ça. Et en fait, on peut pas leur en vouloir. Tu vois, maintenant que je suis entrepreneur aujourd'hui, je sais très bien. Typiquement, tu me demandes de faire la compta à demain, c'est un enfer, ça ne marche pas et on fait faillite, je pense, parce que c'est un métier à part. Et donc, du coup, beaucoup de managers ne sont pas formés au recrutement, ils ne savent pas comment ça marche, ils n'ont pas les bons codes. Et donc, du coup, Kylian, il se dit, j'ai peur des managers et je sais que eux vont peut-être plus me maltraiter. Ils seront meilleurs d'un point de vue technique, ils vont m'aider à comprendre mon job, c'est mes futurs collègues donc il faut que je crée un lien et pour autant j'ai peur que l'expérience candidat soit pas à la hauteur niveau manager. Comment toi tu t'assures que l'expérience candidat, comment tu l'homogénéises entre toi recruteuse et entre tes collègues hiring managers? Alors comment on pallie à des managers qui font n'importe quoi? Et je suis d'accord avec toi, tu l'as dit, le mot-clé, on les forme, on les accompagne. Il y a pas mal de choses qu'on a pu mettre en place chez Veryup et chez Teachup. Il y a la pause déj qui est quand même un moment intéressant, je trouve, où souvent les managers sont dispo. Et l'idée, c'est de proposer, dans le cadre d'un format très court, vraiment en mode quick win, 15 minutes, 20 minutes, des sujets sur lesquels on pourrait partager du contenu. Alors, c'est plus de la sensibilisation en 15 minutes, hein, mais bon. Et aussi, évidemment, on prépare un parcours d'onboarding pour chaque nouveau manager autour de ce sujet recrutement. Et aussi, j'ai mis en place pas mal de contenu aussi en asynchrone. On a mis en place un livret avec un nom absolument innovant et incroyable qui s'appelle la boîte à outils du recruteur. Oui, du manager recruteur. Et en gros, il y a plein d'infos. Il y a plein d'infos sur pas mal de sujets. La posture à incarner. Les bonnes pratiques pour dire non, pour partager un feedback à un candidat, pour gagner du temps aussi dans la formalisation de son compte rendu, pour évaluer une compétence. Comment on fait ? Quels sont les moyens pour aussi identifier ces biais cognitifs dans la prise de décision notamment, pas en dehors même d'un processus de recrutement. Et tu vois, j'ai la chance de travailler dans une boîte qui fait la formation, donc j'ai pas mal de super outils, notamment Teachup qui me permet de créer des modules e-learning. Ouais. Tu vois, je fais des audios aussi pas mal. Je prends mon téléphone et je partage. Tu vois, la dernière fois, j'ai un manager qui avait besoin de dire non. Il était... En stress. Évidemment. On en a discuté, mais en amont, tu vois, je lui ai partagé un petit audio rapide pour lui partager des bonnes pratiques. Et en fait, il m'a annulé mon point en me disant, en fait, ton audio, il répond à toutes mes questions. J'ai pas besoin de toi, je te remercie. Et tu vois, on peut aussi gagner du temps parfois en mettant en place des quick wins. Et j'aime bien aussi mettre en place du coaching. Et c'est du coaching mutuel. En fait, on le met en place en binôme avec un manager où on s'observe mutuellement. Il vient, dans le cadre d'un entretien, il m'observe et il me partage un feedback. Trop bien. Et je fais exactement la même chose avec lui. Et en fait, c'est très puissant parce qu'on apprend l'un de l'autre, on se partage des bonnes pratiques. Et en fait, c'est un moyen très simple, je trouve, de pouvoir aussi créer de la relation avec son hiring manager. Et je pense qu'on l'a évoqué tout à l'heure, mais la posture, elle est quand même très importante dans cette action de sensibilisation et de formation. Pour moi, on doit être dans une posture plus. On ne doit pas se dévaloriser. On ne doit pas non plus être supérieur. Moi, j'apprends beaucoup aussi de mes hiring managers et je trouve qu'il faut vraiment qu'on forme un binôme de choc. C'est la meilleure façon pour moi de pouvoir grandir ensemble. Comment tu fais dans les cas où... Parce que ça, c'est un truc que je conseille beaucoup à l'entreprise et c'est vrai que souvent, il y a un lever de bouclier en mode « mais comment j'amène ça ?» Comment, du coup, tu arrives à les convaincre de faire du shadowing? Enfin, tu dis les entretiens à deux. Comment tu arrives à les convaincre, de venir à tes entretiens et toi, d'aller à leur? C'est quoi tes arguments clés? En réalité... En fait, souvent, je le fais au moment où ils me posent une question, où ils sont en difficulté, où il y a un recrutement qui a été raté, où il y a une situation avec un candidat qui ne s'est pas bien passé, où, en fait, ils se rendent compte qu'ils ont besoin d'être accompagnés. Tu te sers, entre guillemets, d'un échec, d'une erreur, pour ensuite la corriger derrière via ça, quoi. Ou alors, ça peut être dans le cadre d'un onboarding, et du coup, je passe le message comme « Viens, je te montre notre culture dans le recrutement, la manière dont on fait, l'ADN. » Et du coup, ça peut aussi être une autre façon d'amener le manager dans ces sessions de coaching mutuel. Trop chouette.
En vrai, merci, ça rassure Kylian. Là, il m'a envoyé un autre message en me disant c'est cool, ça donne envie. Trop bien. Sauf que du coup, on arrive en fin de process pour Kylian et je t'apprends rien. Soit du coup, tu as un go et tu es recruté et tu as une proposition que tu acceptes ou pas, soit du coup, tu as un no-go. Or, Kylian, il fait plein de process et il a des no-go nuls quand il en a. Des fois, il n'a même pas de réponse du tout. Ça lui arrive de faire des candidatures incroyables et d'avoir une réponse toute nulle. Et ou du coup, d'avoir des réponses qui sont fake. Ou alors, on lui dit on a préféré un autre candidat. Et du coup, Kylian, il est vénère. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Il conduit n'importe comment. Tu vois, on parlait de... C'était ce matin dans le podcast que j'ai enregistré, quelqu'un qui me disait, genre, moi, ce qui m'énerve, c'est les gens sur autoroute qui conduisent mal et qui restent sur la voie de gauche alors qu'ils n'ont pas besoin de doubler. Voilà, du coup, c'est Kylian, tu vois. Kylian, il est en colère et donc il fait n'importe quoi et ça devient un danger public sur la route. Comment on fait en sorte que Kylian ne tue pas des pigeons? Donc, comment tu soignes un no-go? Ma question, c'est ça, en fait. Comment tu soignes un no-go? Comment je soigne un no-go? En fait, souvent, c'est la partie qu'on aime le moins faire dans notre métier. Moi, je favorise toujours un no-go quand j'ai eu un échange avec un candidat par téléphone. Okay. 99% du temps, j'appelle mon candidat pour lui partager la mauvaise nouvelle, en tout cas la décision. Et plus il y a eu de l'investissement dans le process, plus je soigne et je prends le temps dans le non. Okay. Par exemple, pour débriefer d'un cas pratique, on passe bien 10-15 minutes. Bien évidemment. Alors, tu dis évidemment, mais oui, malheureusement, pour moi, c'est évidemment, ça arrive encore que certains candidats me disent j'ai passé 2 heures, 3 heures à faire ça et j'ai pas eu de réponse. C'est pour moi un manque de respect. Bien sûr, et c'est trop classique. Enfin, tu vois, nous, ça nous est arrivé de faire des appels d'offres et de pas avoir de réponse du tout. Genre, on a passé une journée et demie de boulot sur un truc et t'as le client qui te répond même pas, / qui te ghost. Donc, je vois très bien ce que tu veux dire. Ça marche malheureusement trop. Tu vois, l'erreur est humaine. Franchement, je dis avec aussi... Bien sûr. Ça a pu m'arriver peut-être de pas vouloir, mais de ghoster un candidat. Mea culpa. Ouais, je le dis aujourd'hui, mea culpa. Franchement, j'essaye un maximum de pas le faire, évidemment. Et ça, pour le coup, mon ATS et ma rigueur m'aident dans cette démarche. Mais en tout cas... En fait, le feedback détaillé, il est essentiel. Je m'attache toujours à partager les éléments réussis, les éléments appréciés, les éléments qui manquaient et qui poussent justement à arrêter le processus, et aussi parfois quelques petits conseils. Alors, le conseil, je ne vais pas forcément le faire spontanément. Je prends la température. Pour moi, un non... Il y en a qui ne veulent pas recevoir de conseils. En fait, tu es dans la courbe du deuil. Et du coup, la première réaction, parfois, c'est très vite la colère. Bien sûr. Et donc, du coup, le conseil, il sert à rien à ce moment-là. Et donc, je laisse toujours la porte ouverte aussi pour rééchanger plus tard, pour répondre aux questions, si nécessaire, quand la courbe du deuil a évolué. Et il y a un truc aussi que je fais qui m'aide pas mal, c'est que dans le cadre de l'échange, à la fin de l'entretien, je demande un feedback mutuel. C'est-à-dire que mon candidat me partage un feedback, alors qui est parfois biaisé évidemment, puisqu'il est quand même, il va pas me dire cet échange était pourri, merci, au revoir. Par contre, je voudrais quand même continuer. Donc, je mesure à quel point on n'est pas forcément dans la transparence totale. En revanche, moi, je m'attache à l'être, c'est-à-dire que je vais lui expliquer tout ce que j'ai apprécié dans l'échange, les éléments qui résonnent, en tout cas qui répondent aux besoins, et je vais aussi lui partager tout de suite mes doutes. Et ça me permet de voir comment le candidat il peut aussi peut-être apporter des éléments, des éclairages complémentaires, parce que parfois mes doutes peuvent venir d'une incompréhension. Parfois des biais cognitifs, on va se le dire, hein, je suis pleine de biais. Donc, comme tout le monde. Et du coup, mon candidat, il va pouvoir aussi parfois m'aider à améliorer l'évaluation, ou en tout cas la compréhension d'une compétence ou d'une situation. Et du coup, si j'apporte mon doute, et si je l'appelle plus tard pour lui dire non, il n'est jamais surpris. Okay. Et du coup, ça aide aussi beaucoup. Et là, il est plus dans une démarche d'ouverture d'avoir des conseils. De recevoir le feedback. Exactement. Trop bien, tous tes conseils sur les no-go, et je pense que ça peut beaucoup aider les gens qui nous écoutent. Tu as un autre truc à rajouter? Un autre truc, et après, on passe à la suite, c'est
quand j'appelle, l'avantage quand j'appelle, c'est que je peux aussi demander l'autorisation de conserver précieusement les coordonnées de mon candidat pour nourrir mon vivier talent. Ne jamais l'oublier, ce vivier. Faut pas que ça devienne un truc que tu oublies et qui reste un peu poussiéreux. Exactement, il faut l'entretenir, évidemment. Mais c'est chouette. Tu sais qu'alors, parenthèse qui n'a rien à voir, des formations professionnelles, à côté de là où je suis maintenant, il y a une ville qui s'appelle Vivier du Lac. Et du coup, c'est terrible parce que du coup, je vois des candidats qui sont en train de se baigner. Vivier du Lac, la ville s'appelle Vivier du Lac. Et le vivier, c'est un mot que tu utilises que dans le recrutement. Tu as déjà utilisé le mot vivier ailleurs que dans le contexte de... En marketing, non ? Ouais, mais dans le monde pro, tu vois. Ouais. Et c'est pas tangible, un vivier. T'imagines juste un ensemble de gens qui font des trucs. C'est vrai. Et du coup, Vivier du Lac, je m'imagine des candidats en maillot de bain en train de faire de water polo, tu vois, genre sur le lac. Ça fait aucun sens. Et c'est affreux, la déformation professionnelle. Si on pouvait c'est terrible. Faire des viviers de candidats, de gens qui s'éclatent en maillot de bain. Bah donc du coup, Vivier du Lac. Faites des Viviers du Lac. Allez, on fait des Viviers du Lac. Ceci est une pub sponsorisée par le maire de Vivier du Lac qui m'a demandé, qui m'a payé, qui m'a offert un terrain dans sa commune pour parler dans un podcast. Ou des vacances. Ou des vacances au bord du lac. Pour contribuer au vivier. Vanessa, j'ai une bonne nouvelle. Kylian m'a appelé et il accepte ton offre. Tu lui as fait une offre pour le recruter, il a passé tout le process. Sauf que Kylian, il a hâte d'arriver. Il a une période de préavis, il a 3 mois. Il arrive dans 3 mois. Donc là, on est en février, il arrive en mai. Avec les ponts, tout ça en plus. Et il est habitué, Kylian. Souvent, il sait qu'il se passe rien entre la signature du contrat, donc dans quelques jours, et le premier jour de l'onboarding. Le calme plat. Rien. Le vide. Le cerveau d'Homer Simpson. Comment est-ce qu'on pallie à tout ça ? Comment est-ce qu'on fait du pré-boarding la vraie fin du recrutement ? J'ai envie de te parler de 3 choses pour répondre à ce point. C'est des quick wins. Pour moi, il faut organiser des points réguliers, il faut garder le contact, évidemment. Ça ressemble à quoi ces points ? Moi, déjà, je demande à mon nouveau collègue, je demande à Kylian, est-ce qu'il est d'accord pour qu'on ritualise des échanges. Et dans le cas de ces rituels, je mets des objectifs. Tu vois, c'est des trucs tout bêtes, mais par exemple, je lui demande à fin mars, est-ce qu'il veut un Mac ou un PC ? Et tu vois, je nourris la conversation, j'apporte aussi des... Je l'invite. J'invite à des events qu'on met en place. Alors, on a un comité du fun, c'est des collègues qui sont là pour nous proposer des activités extrascolaires trop fun dans notre quotidien. Est-ce qu'il y a un jingle ? Bonjour, bienvenue dans le comité du fun. Non, il n'y a pas de jingle. Non, mais il y a un trombinoscope qui est diffusé ce matin, ça m'a fait trop rire. C'est le comité du fun. Le comité du fun. Et du coup, le comité du fun, il nous fait vraiment des... D'ailleurs, il nous organise, tu vois, par exemple, des journées ski, des soirées raclette, des moments karaoké. Mais je leur proposerai. Pas encore, mais je leur proposerai. Et t'invites ton vivier là-bas. Exact, mais ça serait génial. Grâce au comité du fun. Génial. Incroyable. Écoute, ça peut être une idée, mais en tout cas, j'invite Kylian à mort dans ce genre d'event parce que comme ça lui permet aussi de commencer à rencontrer ses collègues. Je propose aussi un petit déj informel un petit déj ou un déj d'ailleurs informel avec le manager. Quelques jours avant son arrivée, un café avec son équipe, mais son équipe, tu vois, cœur, au bureau. Et il y a un autre truc aussi, dans le cadre de mes calls réguliers, il y a un truc que je fais. Est-ce que tu connais l'effet Ikea ? C'est le principe où du coup tu penses que tu auras besoin que de 15 minutes et d'une personne pour monter un meuble et en fait il faut 1 heure et 4 personnes pour le monter. Alors il y a une histoire de meuble. Ah, c'est pas ça. C'est pas complètement ça. On peut l'appeler, c'est un biais cognitif, on l'appelle aussi l'effet de possession. D'accord. Et en gros, on démontre que les personnes qui accordent une valeur hyper importante aux produits qu'elles créent partiellement. Ok. Donc un attachement très fort. Genre quand tu composes ton burger au restaurant par exemple, tu vas peut-être plus l'aimer que si c'était une recette toute faite. Exactement, tu as tout compris. Et du coup, dans ce cadre-là, moi j'appelle souvent et j'embarque Kylian pour essayer de co-construire son parcours d'onboarding. Incroyable. En gros, je lui demande, c'est quoi ses besoins, c'est quoi ses attentes, comment il aime apprendre, de quoi il aura besoin selon lui pour appréhender son nouveau métier, ses défis. Et ensemble, on co-construit tu vois, les meilleures modalités, les contenus. Alors, quand je parle de modalités, je parle de modalités pédagogiques. Est-ce qu'il a envie peut-être d'observer ? Est-ce qu'il a envie de mentorat, de coaching ? Est-ce qu'il a envie d'abord de regarder des modules e-learning ? Est-ce qu'il a besoin de faire des ateliers ou de tout de suite être dans le bain ? Enfin, tu vois, on essaye vraiment de ensemble définir ce parcours d'onboarding. S'il te dit qu'il veut faire de la montgolfière pour son onboarding, tu lui réponds quoi ? Est-ce que c'est une compétence qui sera nécessaire dans son métier ? S'il te dit que oui. Kylian, il est relou. Je serais contente de savoir. C'est ça qu'il trouve pas de job, en fait. Je serais contente de savoir comment il le justifie, tu vois. Mais pourquoi pas ?
Trop bien. Merci d'avoir encore une fois rassuré Kylian. Et là, on arrive à la fin, à la fois de l'histoire de Kylian et à la fois de cet épisode. Kylian est en stress parce que certes, tu l'as accompagné pendant le pré-boarding, tu l'as rassuré, tu l'as manipulé via l'effet Ikea. Et oui, c'est de la manipulation, Vanessa, les biais cognitifs d'utiliser contre les gens. C'est son premier jour de taf. Ouais. Il est stressé, donc il met 4 réveils. Il met son radio réveil, il met le réveil de sa conjointe, il met son réveil à lui. Il demande au chat de le réveiller à 5h du mat pour être sûr de ne pas rater son tram. Il boit 18 cafés et du coup il tremble quand il arrive parce qu'il y a trop de caféine. Il met sa plus belle chemise, celle à carreaux, blanc et bleu. C'est vrai qu'elle est belle celle-là. Important. Et c'est son premier jour, il est en stress. Du coup, comment tu rends le premier jour de Kylian mémorable? Alors déjà, j'essaye vraiment d'éviter qu'ils mettent 3 réveils et qu'ils boivent 18 cafés. Donc l'enjeu, c'est 3 jours avant, alors 3-4 jours avant son premier jour, je l'appelle. Je lui dis à quel point on est prêt, on est super impatient de l'accueillir et je réponds à ses questions. Je lui partage un mail où je lui explique en gros le programme détaillé de ses 4 premiers jours avec nous. Ok, trop bien. Une sorte d'agenda que tu lui partages, exactement. C'est ça, et je lui dis tu vas heure par heure, vraiment pour déjà lui montrer qu'on l'attend avec beaucoup d'impatience et qu'on a bien anticipé son arrivée. Je lui donne des petites indications sur le jour J, genre sa tenue vestimentaire, que sa chemise à carreaux sera absolument parfaite, des modalités de repas, les instructions avec l'adresse, le code, tu vois, des trucs un peu bateaux mais qui parfois peuvent rassurer. On évite de se poser trop de questions sur ce genre de choses. Et je donne 2-3 indications aussi sur le premier jour. Pas d'ordi, journée connectée aux équipes, et puis j'envoie 2-3 petits gifs un peu sympas et marrants de collègues qui ont des pancartes en mode welcome, on t'attend. Créé par le comité du fun. Non, par moi-même, mais par contre, beaucoup de personnes du comité du fun sont présentes dans ce petit gif. Évidemment. C'est une compétence pour un comité du fun, c'est savoir faire des pancartes. De savoir, en tout cas, s'amuser. Et du coup, le premier jour, c'est un jour vraiment de découverte. C'est une journée de rencontre et de célébration, et on met en place beaucoup d'activités ludiques. On s'amuse. Centre aéré, quoi. Un petit peu, en réalité, l'idée, c'est quand même de comprendre le cadre de référence de Very Up de Teach Up et de rencontrer des collègues. Mais en gros, c'est un cocktail de 3 règles d'or. Donc, il n'y a pas d'ordi pour être full connecté aux équipes. Parce que tu n'as pas encore commandé ça. Parce que tu as oublié de le commander. Évidemment, tu sais qu'il est paramétré jusqu'à... il attend. Ouais, il attend. Tout est ouvert, tu n'as même pas besoin de t'embêter à mettre Teams et compagnie. C'est une bonne excuse, genre tu as oublié, tu fais genre oui, c'est dans notre règle d'onboarding, le premier jour sans ordi, alors que juste c'est un jour de retard. Ça serait incroyable comme excuse. C'est branle-bas de tomba avec tous les devs ils vont s'en servir, genre c'est génial, c'est super intelligent. Vanessa, elle a dit qu'on pouvait inventer un truc comme quoi il y avait un jour sans ordi. Ça va se retourner contre toi, tu vas avoir un post LinkedIn, gros bad buzz, c'est la fin. Alors qu'en plus, avant de partir, on lui remet son ordinateur. Ok, trop bien. Mais du coup, il y a plein de jeux qui sont organisés pour découvrir à la fois son parcours d'onboarding avec les 6 grandes étapes, l'équipe avec des anecdotes, le business plan, les clés culturelles, découvrir son manager à travers la voix des collègues, notamment sous un portrait chinois assez marrant. On mange au resto avec une partie de l'équipe le midi. Et ce qui est cool, c'est que c'est une journée qui est animée aussi par Nicolas, qui est notre président fondateur. Et moi-même, donc du coup, et évidemment animé aussi par tous les collègues. Généralement, quand on a un J1, tous les collègues viennent au bureau et on dédie vraiment du temps, puisqu'en fait, dans le cadre de ces activités ludiques, on va aussi aller chercher l'info et enquêter auprès de ses collègues. Donc, on est clairement à la disposition de chaque nouveau collègue. Et c'est vrai que souvent, mes collègues actuels me parlent beaucoup de leur premier jour comme un moment marquant qui a lancé la collaboration. Ça me donne envie de faire un onboarding chez Teach Up. Allez, viens. T'as un poste d'ouvert en ce moment? Oui, j'en ai plein si tu veux. En quoi? C'est quoi tes postes que tu recrutes? Je sais pas, tu veux faire quoi? Moi, j'aimerais trop faire de la neuroscience. T'es expert en neuroscience? Pas du tout. Ok, bah écoute... Ou alors, sinon, j'aimerais bien faire du cirque. Ah, alors je pense que le comité du fun serait ravi de ses compétences. Écoute, je vais te mettre en relation avec du eux. Diabolo. Allez, le rêve. Tu pourras le faire le premier jour s'il te plaît. Des figures et tout. Ouais. Le kendama aussi, je sais pas si tu connais, c'est le bilboquet japonais. C'est hyper pas. À la mode chez les jeunes. Mince, jeunes. Bah ouais, on est à Lyon ici. Les gens bizarres, tu sais, jeunes. Très bien. C'est des meubles et on est jeunes. Ouais, je parle pas les langues bizarres. C'est pas grave, comme ça, écoute. les accents, je ne t'en veux pas.
Désolé. Je peux parler des trucs savoyards, mais pas. Merci d'avoir rassuré Kylian. Il est très content. Il m'a dit que son jour 1, en effet, était mémorable. Et on est super ravis de l'avoir avec nous. C'est un super élément. Super élément, Kylian. Vraiment... du coup, à quoi ressemblait ton Kylian Ce que je voulais savoir. En vrai, depuis le début. C'est un sujet en ce moment. C'est une personne en situation de handicap. Ok. Il s'appelle vraiment Kylian? Non, pas du tout, c'était juste un... Okay. Dans ma tête. Dans ta tête, ok. Moi, j'accueille Kylian, donc du coup, je te dis, c'est une personne en situation de handicap qui est assez grand. Je pense qu'il doit faire du basket et il est black. D'accord. Trop bien. Et toi? Moi, tu connais l'émission quand on était petit des Razmoquettes, ça te parle ou pas? Ouais, avec bien des sûr. Du coup, c'est celui qui est roux et qui a des grosses lunettes avec carrées. Son appareil dentaire? Ouais. Non. C'est lui Kylian pour moi, mais qui a grandi depuis. Parce que du coup, ça s'est figé, Razmoquette. Il a toujours son appareil ou pas? Non, il l'a plus quand même. D'accord. Parce que c'était pas très sérieux en entretien d'avoir son appareil. Moi, j'aime bien, je prends. Voilà, c'était pas cool. S'il est compétent, tout va bien. C'était une petite moquerie gentille qui évidemment respecte les Fais règles gaffe, parce que c'est cohérent par rapport aux règles de la discrimination. Merci Vanessa d'avoir donné tous ces conseils, c'est très chouette. J'ai 3 questions que je pose à tous les invités à chaque fin d'épisode. La première question, elle est la suivante. Finalement, en fait, Kylian, il n'est pas venu parce que il avait pas envie. Et du coup, Nicolas te dit, Vanessa, t'as raté Kylian, t'es virée. Je t'envoie sur une île déserte maintenant, tout de suite, fais ça. Tu prends pas tes affaires, tu vas là. T'as juste droit à un truc pour t'occuper là-bas pendant que. C'est un peu comme Napoléon qui avait été exilé sur Sainte-Hélène. Donc c'est ton moment Napoléon. Okay. Qu'est-ce que tu prends sur ta petite Sainte-Hélène? J'ai le droit qu'à un truc? Un truc. Une chose, une personne, un livre, un truc, mais un truc. Ou 2, allez, si tu veux. Des gens, peut-être des trucs aussi. Tu peux embarquer une personne. Ok, alors je prends avec moi Albert Moukaïber. Très bien. Mon mec va être ravi. Grave. C'est qui cet Albert là? Je vais aller le voir là. Albert Moukaïber, c'est un psychologue clinicien et docteur en neurosciences. Et franchement, je le trouve passionnant, ce gars. Que ce soit sur ses bouquins, ses podcasts, ses vidéos. Il a écrit 2 livres que j'aime beaucoup. Tu connais? Très chouette. Neuromania qui très déboîte cool les neuromythes et votre cerveau vous joue des tours sur les biais cognitifs. Vraiment, je suis une grande fan de. Et tu l'as déjà rencontré ou pas? Non, il est très drôle en tant que personne. Déjà. Tu la connais? On est dans le membre du lab Welcome tous les deux. Du coup, je l'avais déjà vu à 2 reprises. Il est rigolo. Cool. Ouais, c'est marrant. Ouais, je pense Par contre, il n'est pas du matin, comme Élise. Ah, tiens. Il était arrivé, ça commençait à 9h, il était arrivé à 11h. Oui, effectivement. Je suis désolé, j'étais pas prêt. C'est un mec incroyable. Mais il a une thèse, un parti pris là-dessus. C'est que, tu vois, il raconte beaucoup l'éducation de sa fille et il dit que c'est une bêtise de réveiller les enfants. Notamment parce qu'ils sont en train de construire leur cerveau et que du coup, je pense qu'il a... peut-être pour ça du coup qu'il se lève tard. Exactement, il a attendu que sa fille se réveille. Incroyable, c'est beau, c'est mignon, c'est peut-être ça. Trop bien, donc t'emmènes Albert. J'espère qu'il t'aidera d'ailleurs à te battre aussi si jamais il y a des tigres sur cette île déserte qui t'attaquent. Je pense. Un coup de bouquin et baf. Bam. Deuxième question pour toi. Qui est la personne que tu aimerais que j'invite sur Tam Tam? Ouais. Alors c'est pas facile parce que t'en as invité beaucoup. J'ai déjà invité les meilleurs. Ouais. Mais t'as oublié quelqu'un de formidable. Ouais. Moi? Bah ouais. Je me suis pas invité moi-même. Non, c'est pas ça. Tu connais une fille qui s'appelle Élise? Élise Lucet, à Cache Investigation. Bonjour Élise Lucet, Cache Investigation. Franchement, ça serait génial. Ça serait trop bien. Bah ouais. Et ça serait même... Alors, mais c'est pas elle que je voudrais. C'est pas elle. Un de mes rêves que je t'avoue, c'est qu'un jour, j'arrive à contacter Élise Lucet pour faire un Cache Investigation sur le recrutement. Qui aille faire des candidats mystères dans plein de boîtes, genre des grands groupes, des PME et tout. Ça serait trop bien. Imagine une émission de 2h30 où elle décortique le recrutement, soit sous l'angle de la discrimination, j'en sais rien, avec un SOS racisme en featuring, enfin bref. Une émission sur le recrutement. Si quelqu'un écoute, si France 2 écoute, contactez-moi, je suis à votre disposition. Élise Lucet, on a envie de faire un truc avec toi. Allez, Élise, viens. Et comme ça, du coup, je peux voir en vrai, elle lui dire bonjour Élise Lucet, Cache Investigation, et se prendre des no-go et des portes qui se ferment parce que les gens ont peur d'elle. Donc, c'est pas Élise Lucet que tu veux que j'invite? Non, Anaïs Ledy-Garcher. Anaïs Ledy-Garcher. Très bien, eh bien merci, je me note Anaïs. Alors elle est au UK, je crois, en Angleterre, donc il faudra le faire à distance, mais je crois qu'elle fait déjà les podcasts, donc elle doit avoir un matériel, je pense, à distance pour faire ça. Anaïs, ça t'intéresse? Envoie-moi un message, maintenant j'ai la flemme de contacter les gens. Donc sinon je te mets en relation si tu veux. On se parle de temps en temps, donc mais c'est juste pour le principe, genre de dire que je suis feignant. Ok. Dernier conseil, après on arrêtera cet épisode. Est-ce que tu as un dernier conseil à quelqu'un qui nous écoute et qui fait du recrutement? Un conseil que tu as à donner à quelqu'un qui fait du recrutement? Fais ton mieux, mais souviens-toi que le plus important, c'est d'avancer et pas d'être parfait. Waouh. Et tu vois... Ouais, et juste, je voudrais aussi dire que, en fait, pour moi, on évolue quand on est dans l'action. Mais en fait, pour pouvoir
vraiment être dans l'action, on doit passer par des échecs. Et que du coup, la capacité de se remettre en question, c'est ce qui va vraiment nous aider à grandir, apprendre. Et que du coup, il faut se laisser l'opportunité d'avoir le droit d'essayer et le droit à l'erreur. C'est magnifique ce que tu dis. Allez. On va se laisser sur ça. Ouais. Avec l'histoire de Kylian qu'on a racontée. Mais juste, je voulais finir par un truc important qui est passement de jambes, crochet à gauche, à droite, frappe. Kylian Mbappé. Voilà. J'ai pas la ref. C'est vieux. C'était les Coupes du Monde 2018. C'était la chanson qui avait été faite, ramener la coupe à la maison. Wow. Et dans les paroles, il y a ça. Mais du coup, c'était une private joke très nulle. Non, j'ai regardé en direct sur mon ordi les paroles pour être sûr de bien la dire et que les gens me disent pas « Ah, mais c'est pas les bonnes paroles que t'as racontées à la fin de ton podcast. » De toute façon, personne n'écoute la fin d'un podcast, donc il n'y a aucun risque. En plus, on a parlé des heures. Je pense qu'on a perdu tout le monde là. Bonne partie. Il y a beaucoup de gens qui... Si vous êtes encore là, merci envoyez-nous les gars. Un message. Mettez cœur. Si quelqu'un est encore là, envoyez un message à Vanessa en lui disant que c'était bien ce podcast quand même. Merci d'avoir accepté mon invitation. Cet épisode va être très chouette. Tu as raconté beaucoup de choses et c'est très cool. Limite même pour les gens qui... Enfin, j'espère que les gens consomment même en plusieurs étapes parce que c'est très... c'est dense. Et donc en effet, je pense qu'on peut le couper en deux pour les gens qui écoutent. Ce sera très chouette parce qu'il y a plein de choses trop bien et je sais que ça va être des choses hyper ouf. Les gens vont se dire « Ah mais oui, ça je peux mettre en place maintenant. » Et c'est ça que j'aime bien dans ce que tu as dit, c'est que tout était quasiment activable, réaliste. Il n'y a pas de budget nécessaire. C'est juste du temps, de la passion, de l'envie. Merci Vanessa encore une fois. Passe une excellente journée à Lyon. La nuit commence à se coucher à côté de l'église Saint-Nizier. Ouais. J'allais dire Saint-Lazare ou si Saint-Nazaire, mais c'est pas du tout ça. C'était plutôt Saint-Nizier. Plutôt Saint-Nizier. À bientôt. À bientôt. Merci Léo. Tu es arrivé au bout de l'épisode. Merci et bravo. Merci parce qu'on met du temps et du cœur à faire ce podcast avec tous mes invités. Donc en écoutant jusqu'au bout, ça fait grave plaisir. Bravo, car en écoutant Tam Tam, tu progresses dans ton recrutement, tu fais de la veille, tu challenges tes pratiques et ça, c'est vraiment chouette. Et si tu veux aller encore plus loin et te former avec Blendy, tu sais où me trouver. Maintenant, si ce podcast te plaît, tu sais ce qu'il te reste à faire. En parler au monde entier et faire des t-shirts à mon effigie. Non, on va pas aller jusque là, mais 3 choses que tu peux faire. Premièrement, aller mettre une bonne note sur Apple Podcast ou Spotify. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Deuxièmement, tu peux en parler autour de toi. Et 3, tu peux envoyer un petit mot doux à l'invité du jour si tu l'as trouvé pertinent. Je suis sûr que tu feras des heureuses et des heureux. Allez, à très vite pour un nouvel épisode de Tam Tam.